à tous. Alors, 10 minutes, ça va aller vite. C'était un peu le challenge de ce soir. Je pars dans ce sens, non, dans l'autre. Voilà, évidemment. Donc l'idée sur ces 10 minutes, ça va être de vous partager ce que nous, on a mis en place chez Dataiku. Je vais vous expliquer vite fait ce que fait la boîte. Pour favoriser ce que disait Simon, en fait, pour faire les ponts entre différents rôles, notamment le design, incluant UX design, le produit, la user research et les équipes de dev. Sans vouloir les opposer, évidemment. Donc, je prends 2 minutes sur les 10 minutes pour vous expliquer le contexte. Je pense que ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi on collabore comme ça chez Dataiku. Un écran de notre logiciel. On est dans, hop, la animation des années 2000. On est sur une SaaS B2B, donc un software as a service uniquement dédié pour les entreprises. Alors, il va y avoir beaucoup d'acronymes. N'hésitez pas à me faire des regards bizarres quand vous commencez à être perdu. Je suis désolée. Il y aura aussi beaucoup de franglais. Donc, toutes mes excuses par avance. Ce logiciel, donc il fait quoi? Il permet d'analyser des grandes quantités de données. Donc, en gros, on lui branche plein de sources et ça va permettre de sortir des analyses, des insights, des visualisations, etc. On peut aussi utiliser du machine learning et de l'IA, évidemment, pour pouvoir aller un cran plus loin dans les analyses des données et faire des prédictions. Et donc, c'est un logiciel qui s'adresse à différents profils, des codeurs, enfin les data scientists, clairement. Donc, eux, ils vont coder en Python dans la plateforme, mais aussi des business analysts, donc des profils que nous, on appelle non-codeurs, qui vont pouvoir utiliser l'interface que vous voyez sans faire une ligne de code et quand même pouvoir sortir des analyses sur des gros volumes de données. Voilà. Attention, ça pique les yeux, désolé. J'ai fait ça vite, mais c'est vraiment dans le but de simplifier. Donc, comment on est organisé chez Dataiku? Alors déjà, il y a un mix de full remote et de présentiel, de semi-présentiel, semi-remote. Donc, on n'est pas tous, on n'est pas tous là, tous en même temps. Donc, tous les profils qui participent à créer les fonctionnalités ou les améliorer, on est tous chez le CTO, donc on est tous au département technologie. Et ensuite, il y a plein de sous-équipes, les product ops, le produit, la R&D, donc là où sont les développeurs, oui, on appelle encore ça R&D, le support, etc., etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a des thèmes ou des fonctionnalités, un scope, appelez-le comme vous voulez, enfin voilà. Généralement, c'est un PM, un product manager qui est en charge de ce scope-là. Donc souvent, ça va être une thématique ou un bout du logiciel. Et ce PM va pouvoir travailler souvent avec 1 à 2 UX designers, 1 à 2 product owners, et pour une équipe de dev comprise entre 6 à 10 devs environ. Et donc, on a 10, 15 thèmes ou features chez Dataiku. Et ensuite, on a des rôles mutualisés, donc 2 product researchers, dont moi-même, un product ops et un product analytics. Et en fait, ce qui va se passer, si on se concentre vraiment sur les rôles qui donc créent les fonctionnalités, donc j'enlève le support et les autres, c'est qu'en fait, on a des hiérarchies différentes. Et c'est ce point-là que je voulais, tout ça pour ça en fait, tout ça pour vous dire que comme on reporte à des hiérarchies différentes, forcément la collaboration est impactée. Et c'est pour ça que du coup, je vais vous partager ce qu'on met en place pour pouvoir mettre un peu d'huile dans les rouages. Donc j'espère que c'était assez clair, même si c'est rapide. Allez, on passe à la partie la plus intéressante. Donc concrètement, ce qu'on fait pour favoriser la collaboration chez Dataiku. En écrivant les slides, je pensais que j'aurais pas grand-chose à partager avec vous, et en fait, je partage pas tout, parce qu'en fait, on fait beaucoup plus que ce qu'il y a sur les slides pour favoriser la collaboration, et je suis sûre que c'est pareil dans vos équipes. En fait, on fait plein de choses au quotidien, parfois informellement. Ça favorise, ça fluidifie les échanges, et pour autant, c'est pas forcément documenté dans un process qui fait 15 pages. Donc voilà. Donc j'espère quand même que vous pourrez rapporter dans vos équipes quelques exemples concrets que vous pourrez mettre en application. Et à l'inverse, je serais curieuse aussi de discuter avec vous pour voir ce que vous faites. Donc, il n'y a pas de rocket science. On peut résumer ça en 3 clés.
On va s'attacher à favoriser la compréhension mutuelle. On communique, évidemment, et on va s'ouvrir aux développeurs, toujours dans l'optique de, on a le design, le produit, la user research et les équipes de développement. Déjà, c'est des hiérarchies différentes, et puis on a malheureusement souvent l'habitude de les opposer, ce qui n'est pas vrai, mais bon, bref. Et avant d'aller plus loin dans les exemples concrets, on ne peut pas collaborer, ou en tout cas faire une collaboration efficace, si on n'a pas une super tool stack. Et chez Dataiku, on n'a pas Confluence, on n'a pas Notion. On est encore à l'ancienne, avec des Google Docs, dans des Google Drive. Enfin, donc clairement pour la collaboration, on part très mal. Donc on a mis tous les efforts sur des outils qu'on a à disposition, notamment Miro et Slack. Et donc on en tire le meilleur parti. Et je vous rassure, on a plein d'autres outils dans notre tool stack que je détaille pas forcément. Bien sûr, il y a Figma. Vous avez eu peur. Mais les exemples que je voudrais vous partager ce soir utilisent principalement des outils que toute la boîte, chaque employé de la boîte, même le comptable, a accès à Miro et Slack. Alors que Figma, c'est pas forcément le cas, Shortcut non plus, voilà. Donc, fallait faire des choix en 10 minutes. Donc, je vous partage plutôt ce qu'on fait avec Miro et Slack. Miro, si c'est pas clair pour tout le monde, c'est un tableau blanc interactif, collaboratif. Il y a Mural aussi, ou FitJam, voilà. Et Slack, c'est comme Teams, je pense, voilà, pour ceux qui utilisent Teams ou Mattermost ou voilà, des choses comme ça. Je ne connais pas forcément le niveau de ce que vous utilisez chez vous, donc excusez-moi d'avance. Première clé. Alors, on favorise la compréhension mutuelle. Donc déjà, le plus important, ça va être on s'aligne sur les objectifs. On a vu, on a des rôles qui reportent à des hiérarchies différentes. Ah oui, 1h19, mais en fait, moi, j'ai pas mon timing à moi, pardon. Ok, j'accélère. Donc, on a des gens qui viennent d'horizons différents, des compétences différentes, des hiérarchies différentes. Donc déjà, ce qu'on fait, bim, on utilise Miro. Il y a des templates, donc accessibles à tout le monde encore une fois. Il n'y a pas de problème de j'ai pas les permissions, gna gna gna. Tout le monde a accès, Miro, Slack, il n'y a pas de débat. Et donc, on utilise des templates pour adresser déjà les différents aspects d'un projet au début. Donc, c'est quoi les questions qu'on se pose, les risques, est-ce qu'on a des indicateurs qu'on veut suivre, un RACI, qui fait quoi, qui est censé faire quoi, distribuer les rôles et responsabilités, est-ce qu'on a des connaissances existantes sur le sujet, etc., etc. Et bien sûr, ça c'est partagé, pas que PM entre PM, hein, c'est à chaque fois, c'est l'équipe que vous avez eue sur Activeron tout moche, là, UX, PM, PO, Dev, ou un représentant de l'équipe de Dev si on n'a pas envie d'inviter les 10 développeurs, et bien sûr des réunions régulières pour en discuter. Deuxième chose qu'on fait et qui facilite la compréhension mutuelle, ça va être de partager nos contraintes. Donc chez Dataiku, on a un design system et il faut documenter. C'est pas la partie que les gens préfèrent, mais en fait c'est essentiel, tout simplement. Donc ça vaut le coup de passer du temps à documenter. Donc notre design system est documenté, est très bien documenté, et en plus on a une hotline pour les devs qui doivent le mettre en place. Donc c'est un Slack channel, hein, la hotline pour les devs, sur lequel on s'engage à être réactif et à répondre pour les devs qui doivent implémenter un composant du design system. Et puis bien sûr, pour partager les contraintes, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait des séances de conception, il y a toujours quelqu'un de l'équipe de développement. Ça permet, et ça ne freine pas l'idéation, au contraire, ça permet vraiment d'avancer en ayant en tête des contraintes techniques. Et au contraire, côté développement, ça permet aussi d'ouvrir parfois les chakras. Et enfin, pour favoriser la compréhension mutuelle, on fournit des ressources. Donc en fait, chez Dataiku, on a fait l'effort de beaucoup documenter. Donc on communique on peut former en fait les développeurs au concept UX, donc des bonnes pratiques, des notions de psychologie cognitive, etc. On a publié beaucoup de ressources là-dessus.
Toujours pour utiliser Slack, on utilise des canevas Slack, donc c'est des sortes de checklists. Donc celle-ci, c'est sur comment faire un test d'utilisabilité. Donc si un UX designer ou un dev ou un PO veut lancer un test utilisateur sur sa feature, sur sa fonctionnalité, il va pouvoir prendre le canvas Slack. Il y a une checkbox, il y a des checkbox et il sait ce qu'il a fait. Enfin voilà. Plus évidemment une hotline, mais il peut juste dérouler les checkbox et comment mettre en place son test utilisateur. Et bien sûr, ces ressources sont facilement accessibles. Donc comme nous, Slack, c'est notre outil de communication centrale. Là, je vous ai mis l'exemple d'un bot, enfin une commande Slack, qui permet d'appeler tout, donc là en l'occurrence c'est UX, donc ça permet d'appeler toutes les ressources UX, et puis vous avez tous les liens. Parce qu'en fait, produire du contenu, c'est bien, mais après, il faut le retrouver. Je vous rappelle qu'on utilise Google Drive chez Dataiku, donc on ne compte pas là-dessus. Deuxième clé, on communique. Donc, je vous ai mis un petit screenshot de l'équipe. Zoom fait des super, des super setups de meetings en remote. Donc, par scope ou feature ou projet, c'est de toute beauté. On fait des weekly. Et à ces weekly, encore une fois, pluridisciplinaires. Donc, si on est plutôt en phase amont, en discovery, il y a le PM, la product research, l'UX designer, le PO, ça va dépendre du scope ou du thème. En delivery, du coup, forcément, il y a l'UX designer, le PO et les devs. Donc ça, c'est les communications synchrones. Mais forcément, on met en place des choses pour la communication asynchrone, parce qu'en plus, il y a des time zones différentes. Donc, bon, ça marche très bien d'ailleurs, mais bon, ça peut être considéré comme une contrainte. Donc forcément, pour chaque thème, chaque scope ou chaque nouvelle fonctionnalité, on a un espace dédié à la discussion, qui est pour tous les membres de l'équipe qui va travailler sur cette feature. Donc encore une fois, l'équipe pluridisciplinaire. Nous, on utilise Slack, encore une fois. Donc ce sont des channels dédiés par feature. Attention, on fait le ménage régulièrement. Une fois que la feature est livrée ou qu'on est passé à autre chose, c'est archivé. C'est pas supprimé, mais c'est archivé, parce que sinon, on a, je sais pas, plus de 5000 channels. Et on y partage tout, les avancées, les interrogations, des résultats de recherche utilisateur si on en a fait, les décisions, très important, on partage les décisions. Et on communique aussi en dehors de l'équipe. Donc l'équipe qui s'occupe d'une fonctionnalité, voilà, on communique assez bien entre nous, mais c'est important aussi de rendre visible ce que fait cette équipe pluridisciplinaire, encore une fois, ailleurs. Donc on va communiquer sur des canaux publics plus généraux. Ça peut être des Slack channels, par exemple, on a un channel dédié à l'UX, dédié aux produits étendus, voilà, et chacun peut y aller. Ce sont des channels publics. On a également un intranet sur lequel on met donc l'intranet. Voilà, je parlais de l'exemple du comptable tout à l'heure. Même le comptable peut accéder à ces ressources-là, alors qu'il peut pas accéder au design system, par exemple. Donc là, c'est vraiment un peu notre journal interne. Donc chaque équipe peut publier ses actualités, etc. Donc nous, on a pas mal de ressources sur tout ce qui est design, research, etc. Et bien sûr, on prend la parole auprès d'une audience plus large. Donc attention, il faut que ça reste pertinent. Donc par exemple, toutes les semaines, on a un Tech Weekly, donc le grand département qui regroupe toutes les sous-équipes que je vous ai montrées en intro. Et par exemple, on va y présenter les résultats d'un test utilisateur qu'on a fait. Donc ça veut dire que des collègues qui bossent sur une autre fonctionnalité qui n'a rien à voir, ils vont pouvoir être au courant de ça, de notre initiative. Puis souvent, ça fait des petits parce que ça donne envie, etc. Mais bon, bien sûr, il faut que ce soit pertinent. On va pas présenter ça à un comité sales, par exemple. Donc voilà, faut choisir ses batailles. Et enfin, s'ouvrir aux développeurs. Donc, ce qu'on fait, et on met un point d'honneur à le faire, c'est qu'on intègre l'équipe de dev dans la recherche utilisateur. Donc, bien sûr, on les informe en amont, on voit s'il y a de la bande passante, etc. C'est sur la base du volontariat, évidemment. Pour ceux qui peuvent pas participer, on fait un débrief sur le channel dédié, vous l'aurez compris, et lors des weekly qu'on a sur les fonctionnalités. Et surtout, ce qu'on a mis en place, on voit le screenshot ici, je sais pas si c'est assez flou, on a mis en place une chaîne YouTube sur laquelle on stream live les interviews utilisateurs qu'on fait.
ce qui permet, donc évidemment c'est sécurisé, ce qui permet à ceux qui veulent pas l'être dans le meeting avec les utilisateurs parce que voilà ils sont timides ou ils ont pas le temps de rester 3/4 d'heure, etc., de joindre, de regarder ce qui se passe et ils partent, ils arrivent, ça gêne personne, nous on les voit pas et ça permet de communiquer plus largement. On s'est rendu compte, parce qu'on partageait les replays, hein, de ces sessions utilisateurs. Mais bizarrement, le fait que ce soit en live, il y a beaucoup plus de gens qui viennent. Donc, finalement, c'était quand même intéressant de le faire. Et bien sûr, on s'incruste à des rituels déjà établis. Les devs, ils ont déjà leurs rituels, forcément. Donc l'exemple là que je vous mets, c'est les devs, ils ont toujours organisé des sessions break-it chez nous, c'est-à-dire qu'ils se réunissent et ils vont pousser une fonctionnalité aux limites pour la casser, détecter des bugs. Donc avant que ça parte à la qualité. Eh ben nous, avec les UX designers, on s'est incrusté à ces sessions-là. On a proposé un template Miro pour collecter non pas que les bugs, mais aussi leurs idées d'amélioration, les pain points qu'ils rencontrent, parce que ça peut être des points de friction qui sont pas des bugs, et puis ce qu'ils apprécient aussi sur la feature. Donc en fait, ils donnent leur feedback comme tout un chacun. Et quelque chose qui est la dernière chose qui est très appréciée par tout le monde, pas que par les devs, c'est qu'on partage aussi les retours positifs. Parce que souvent, on s'est rendu compte que les équipes de développement, elles étaient au courant des bugs, évidemment, elles étaient au courant des tickets de support remontés, escaladés par les clients. Par contre, en fait, elles avaient pas du tout accès ce à quoi les PM ou moi en tant que user researcher, j'ai accès en fait à tous les feedbacks de tous les users. Et en fait, les équipes de dev ou même les UX designers n'avaient pas accès à ça. Ils étaient au courant que quand les gens râlaient. Donc du coup, on communique régulièrement sur les retours positifs qui sont bien plus nombreux en fait que les retours négatifs, mais bizarrement ils font moins de bruit. Donc ça permet de comprendre comment la fonctionnalité est perçue, puis surtout ça redonne du sens dans le travail. Et ça a beaucoup de succès aussi en interne. Et je conclurai par ça. Une quatrième clé que j'avais pas mentionnée, bien sûr, c'est l'humain. Parce qu'on ne peut pas collaborer, on l'a un peu évoqué vite fait à travers les questions que vous avez posées à Simon, mais on ne peut pas collaborer avec des gens qui ne veulent pas collaborer. Par contre, on peut tout mettre en place pour favoriser la collaboration avec les outils dont on dispose, pas besoin d'acheter des nouveaux outils, ce qui permettra par la suite en fait de faire effet boule de neige, et ça permet d'embarquer les gens qui ne se sentent pas peut-être concernés au début, petit à petit, à force de nous voir, de nous entendre, etc., vont pouvoir être embarqués dans la collaboration. En tout cas, pour rebondir sur une question d'avant, oui, on ne collabore pas avec quelqu'un qui ne veut pas collaborer, mais ça, je pense que c'est universel et c'est pas ces gens-là qui vont empêcher d'avancer et la collaboration avec un grand C dans la boîte. Voilà.